Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, l'hebdomadaire YouTube télévisé du Courrier des Stratèges. Nous vous disons l'important aujourd'hui avec Édouard. Nous allons parler évidemment des élections américaines qui vont avoir lieu demain. Je garde Édouard juste ce qu'il faut parce qu'il part à l'aéroport. Tu es notre envoyé spécial à New York et aux États-Unis. Tu vas couvrir l'élection pour nous. Donc on ne t'aura pas avec nous la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine sera une semaine sans Chaos Global, mais Édouard nous aura fait de nombreux signes depuis les Amériques. Et on va faire un point donc aujourd'hui sur comment ça va se passer, comment ça pourrait se passer aux États-Unis à partir de ce soir, de demain matin, avec le décalage horaire, bien entendu. Tu arrives à quelle heure, Édouard, aux États-Unis? J'arrive à 19h heure américaine, c'est-à-dire que vous dormirez tous déjà. Pour ceux qui arrivent à dormir encore, ne retourne pas le couteau dans la plaie. Et donc, avant de parler des élections américaines, de l'actualité des élections américaines, on va faire quelques points de publicité, évidemment, pour dire d'abord que, Édouard, tu as pris une initiative que je trouve excellente, que nous relayons. On a eu un petit temps de retard, puisqu'on l'a relayé avec une semaine de retard. Tu as pris une initiative pour Gaza, et je voudrais, avant de parler des États-Unis, que tu nous en parles, que tu nous dises comment ça se passe, que tu nous dises ce qu'il faut faire si on veut t'accompagner. Alors effectivement, j'ai proposé, mais nous sommes de plus en plus nombreux, donc c'est moi qui ai lancé, mais maintenant c'est bien relayé, une opération qui s'appelle Jeûner pour Gaza, c'est le hashtag Jeûner pour Gaza, qui s'appelle aussi par hashtag Vendredi pour Gaza, puisque le principe est simple. Tous ceux qui veulent, quelle que soit leur croyance, leur religion, leur vision politique, en fait, c'est pas le sujet, mais tous ceux qui veulent jeûnent le vendredi, c'est-à-dire s'abstiennent au moins d'un repas le vendredi, pour marquer la solidarité, je dirais même la communion avec les Palestiniens de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, mais aussi avec les Libanais qui sont, depuis des semaines pour certains, depuis de longs mois pour d'autres, sous les bombes de l'armée israélienne, avec le sentiment que nous avons tous que c'est une destruction inarrêtable. Et nous nous sentons impuissants, mais nous avons décidé d'affirmer ce sentiment de solidarité profonde. Alors c'est un petit geste, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de s'engager, je ne sais pas, pour Amnesty International ou bien pour boycotter des entreprises. C'est des opérations complexes, il faut avoir le goût de l'activiste, d'être militant, alors que là, c'est quelque chose de simple. Vous pouvez faire ça tous les vendredis. C'est religieux ou pas? Non, c'est... Alors il y a beaucoup de gens religieux, hein, il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, mais c'est ouvert à tous. Le jeûne, je crois, est une activité, si j'ose dire, qui parle aussi à des gens non religieux. Pensons aux grèves de la faim. Alors on ne se lance pas dans une grève de la faim, on se lance dans un jeûne hebdomadaire. Et l'idée, c'est d'être de plus en plus nombreux. Même les horribles francs-maçons comme moi peuvent participer aux jeûnes. On te fera une session de rattrapage pour te faire comprendre, mais voilà. Et donc... c'est une provocation. Voilà, mais oui, j'ai bien dit les religieux et les non-religieux, voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux. Je pense qu'on était un petit millier la première semaine. Grâce à l'action du courrier, je pense qu'on va être de plus en plus nombreux. Et puis, c'est de la résistance passive, en réalité. C'est une forme de résistance. C'est entre la désobéissance civile et la résistance passive. Voilà, et c'est une façon de se rappeler au bon souvenir, au moins du gouvernement français, peut-être qu'après ça ira vers d'autres pays, hein, mais au moins du gouvernement français, en lui disant nous n'acceptons pas que des groupes humains soient considérés comme hors de l'humanité, parce que c'est ça qui se joue en fait à Gaza, hein, c'est ça qui se joue au Liban aussi. Et puis il y a aussi le passé, la mémoire, quand on voit les destructions du patrimoine au Liban. Donc pour tout ça, nous disons non tout simplement, et nous le marquons simplement. Plus on sera nombreux, plus on fera attention à nous. Et bon, on ne va pas être grandiloquent et rappeler que l'indépendance de l'Inde s'est faite avec un Mahatma Gandhi qui jeûnait régulièrement, mais c'est l'esprit dans lequel nous sommes. Non, moi je trouve que l'initiative, elle est très bien, on va continuer à la relayer. Vendredi, nous aurons Thierry Messant, il ne sera pas là mercredi, il sera là vendredi, ce sera l'occasion
de remettre une couche, si j'ose dire, avec lui vendredi prochain. Je trouve que ça donne le plein sens au mot religion, mais pas au sens superstition ou croyance particulière, mais au sens de lien entre les gens, puisqu'au fond, c'est l'occasion d'être ensemble pour dire la solidarité qu'on peut avoir vis-à-vis d'une cause, en l'espèce la défense des droits des humains au Liban et en Palestine. Redisons-le quand même, l'Occident peut regarder le bout de ses chaussures sur ce qui se passe là-bas, puisque Israël viole dans les grandes largeurs les droits humains et le droit international en bombardant massivement des civils, des enfants, des gens désarmés et en martyrisant quand même toute une population civile, comme c'est le cas à Gaza. L'histoire jugera, mais d'ici là, vous pouvez participer à l'histoire en rejoignant ce jeûne pour Gaza. Donc Thierry Meyssan vient vendredi, je l'ai dit. Je donne quelques nouvelles puisque nous avons essayé de faire une émission la semaine dernière sur les BRICS et il y a eu un problème technique dont je porte la responsabilité, mais à coup de pas, je vais me flageller. Je le regrette parce que c'était vraiment une excellente émission. On va la refaire. Et on la refera à ton retour des États-Unis parce que matériellement on ne pourra pas la faire avant, mais on ne l'a pas oubliée et je l'ai en stock. Elle n'est pas exploitable malheureusement, mais on va la refaire parce qu'il y avait un sujet important, mais c'est un sujet dans la durée, donc on peut aussi se permettre d'avoir 2 ou 3 semaines de retard. Voilà, c'était l'essentiel des messages que je voulais vous passer. Bien entendu, souvenez-vous que vous pouvez vous abonnez gratuitement au fil Telegram. Telegram, c'est 15 secondes de téléchargement sur votre Play Store. Et ensuite, c'est gratuit. Vous avez l'adresse qu'il faut taper sur Telegram pour trouver le fil Telegram du Courrier des Stratèges qui tourne 24/24 où on s'efforce, en plus des liens vers nos articles, de diffuser des informations un peu exclusives ou un peu touchy, des breaking news, comme on dit maintenant, et comme tu pars aux États-Unis, je t'entraîne à parler américain. Et puis n'oubliez pas notre chaîne Patrimoine sur YouTube qui est active en ce moment avec le retour du débat sur la loi de finances qui commence demain et toutes les questions budgétaires, toutes les questions de sécurité sociale. Nous vous donnons des conseils patrimoine. J'ai donné un conseil la semaine dernière important, je crois, qui est de ne rien faire. Allez voir pourquoi je vous conseille de ne rien faire pour l'instant. Et suivez donc cette chaîne sur YouTube, 4,99 € par mois. Les élections américaines. Est-ce qu'on peut faire le point avant ton départ sur vers où on va? Est-ce qu'aujourd'hui on sait si Trump est en tête ou si c'est Kamala Harris qui est en tête dans les sondages? Alors, effectivement, il y a beaucoup de suspense, mais à mon avis, le suspense, il est moins sur les sondages, qui sont, on va dire, qui vont de l'idée d'une quasi-égalité entre les deux à une victoire de Trump. Donc j'ai mis hier sur le fil Telegram, j'ai mis deux types de cartes. Une carte où les deux ont 269 grands électeurs. On peut le calculer à partir en additionnant certains États et en regardant des sondages un peu meilleurs pour Kamala Harris que d'autres. Et puis il y a certains instituts qui disent que là Trump est en avance et que il devrait atteindre les 290 grands électeurs. Moi je crois que le suspense il est pour l'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Si on prend ces deux scénarios, celui d'une égalité, là, ça va devenir très très compliqué. Mais tu vas un peu vite, puisque je voudrais quand même qu'on décortique l'état des sondages. Ouais. J'ai lu que dans l'Iowa, un sondage, qui est un swing state, donc un état clé pour l'accession à la présidence, que Trump avait remporté il y a 4 ans et il y a 8 ans, j'ai lu que Kamala Harris semblait en tête dans l'Iowa. Alors il y a d'autres sondages dans l'Iowa qui donnent Trump en tête. Il y a des sondages partagés des deux côtés pour le Michigan, ce qui peut paraître curieux parce que normalement ce sont les démocrates qui sont en tête. Même chose en Pennsylvanie. Il y a aussi 1 ou 2 sondages, alors ils sont moins nombreux, mais qui donnent Trump éventuellement légèrement gagnant. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que les sondeurs sont hyper prudents parce que, par exemple, en 2020,
indépendamment du dépouillement des résultats, ils avaient sous-estimé le score de Trump. Et s'il y a eu une telle crise en 2020, c'est précisément parce que, contrairement à ce qu'ils avaient attendu, Trump était plus élevé que prévu. Et bien sûr, il y a l'épisode de 2016 que personne, ou quasiment, n'avait vu venir. Donc là, on a un Donald Trump. Moi, je reviens à 538. On voit bien que ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas publié de nouvelles moyennes. Parce que je pense c'est très incertain, ou bien ils observent une poussée de Trump et ils n'ont pas trop envie de la mettre en avant. Nate Silver est un membre de l'establishment, il fait du très bon travail comme sondeur et comme analyste, mais son souhait c'est que Kamala Harris gagne. Voilà, moi c'est là que j'en suis concernant les sondages. On dit que les femmes, on dit que Kamala Harris a le soutien des femmes et qu'au fond, le vote féminin pourrait faire basculer le résultat final en faveur de Kamala Harris. Alors, Kamala Harris a le vote des femmes dans les grandes villes, où éventuellement on vote beaucoup. Je pense que quand on va dans des régions plus rurales, là c'est partagé, peut-être même avec un certain avantage pour Trump. C'est aussi la vision que les femmes peuvent avoir de la question de l'avortement. On sait qu'elle est très, très importante dans le débat aux États-Unis. Donc Kamala Harris a mis l'accent là-dessus en disant que si son adversaire gagnait, ça serait la remise en cause définitive du droit à l'avortement. Là-dessus, les sondeurs sont divisés pour savoir si ça a complètement pris ou pas. Mais effectivement, imaginons qu'il y ait une mobilisation plus massive qu'en 2020 des femmes, ça avantage Kamala Harris. Alors on va marteler avant d'en venir à ce qui va se passer selon les résultats, les derniers événements de la campagne. C'est une campagne, on l'a dit, on le répète, on le martèle, qui est extrêmement clivante. Donald Trump est sur une posture extrêmement clivante. Il a parlé d'ennemis de l'intérieur à propos des démocrates. On se souvient que Biden, lui, avait fait une gaffe en disant les électeurs de Trump sont des ordures, ce qui a valu le travestissement de Trump en éboueur, pour montrer qu'il assumait pleinement cette critique élitaire contre son vote populiste. Donc les symboles sont extrêmement forts, l'engagement des gens est extrêmement fort, les camps de Trump clivent énormément. C'est la stratégie de Sarkozy de 2007. Il y a eu, je ne sais pas si tu as vu ça, un rebondissement autour de l'euthanasie d'un écureuil et d'un raton laveur. Oui, alors je ne sais pas si j'ai vu tous les détails, mais j'ai compris que il y a une famille de New York, c'est ça Je ne sais plus quel État. Oui, peut-être un autre État. Mais un État tenu par les démocrates. Et donc les deux animaux étaient soupçonnés d'avoir la rage. Alors en fait, si tu me permets, parce que je suis, alors je vais vous faire une révélation. J'ai peut-être sauté une étape. Sur Instagram, j'adore les shorts réels d'Instagram où on voit des ratons laveurs. Je suis un passionné de ratons laveurs. Mais en fait, c'est un animal interdit, à ma connaissance, dans un certain nombre d'États, parce qu'ils sont accusés de véhiculer la rage. Et donc, la police est intervenue visiblement en masse dans la maison de ces gens qui avaient un écureuil et un raton laveur. Visiblement, la perquisition a duré 5 heures avant qu'ils ne trouvent l'écureuil, et ils ont euthanasié l'écureuil et le raton laveur, et les républicains se sont emparés de ce fait divers pour dire, regardez comme les démocrates sont cruels avec les animaux, c'est-à-dire que le moindre fait devient un sujet de polémique et d'affrontement entre républicains et démocrates, avec cette idée d'ailleurs assez cocasse qui est que, au fond, les républicains sont devenus les défenseurs de la cause animale. Ça rappelle un peu Marine Le Pen et les petits chats. Oui. Et d'ailleurs, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un retournement, puisque normalement, c'est plutôt les démocrates, c'est plutôt la gauche qui défend les animaux, la cause des animaux. Donc, effectivement, mais en fait, l'impression qu'on a quand on regarde ça, c'est que la machine républicaine est un peu mieux affûtée que la machine démocrate et que la moindre occasion est saisie pour en faire un sujet.
C'est ce que Trump a fait avec sa veste des boueurs, qui lui a permis de rattraper la gaffe qui avait eu lieu lors d'un meeting où en fait c'était les Portoricains qui avaient été traités d'ordures. Donc il a utilisé ça, il a saisi la balle au bond. Mais on se rappelle qu'il y a quelques semaines, il avait mis un tablier pour servir des frites chez McDonald's, puisque Kamala Harris, on n'arrive pas à retrouver la trace de son passage comme employé chez McDonald's quand elle était étudiante, etc., etc. Alors c'est pas de la haute politique, mais en même temps, il faut bien dire que la politique démocratique, c'est ça aussi. Je veux dire, les campagnes électorales, c'est ça aussi. On l'a peut-être trop oublié en France ces dernières années. Mais c'est quand même une campagne qui fonctionne comme toutes les campagnes, mais là, plus que jamais, sur des symboles. Et sur des affrontements personnels, puisqu'on voit bien que ce qui est attaqué, c'est le CV de Kamala Harris, et que Kamala Harris elle-même, de son côté, passe son temps à dire que Trump est un cinglé. En réalité, il est instable, c'est un fasciste, et tout ça se fait vraiment par le callback. Sur le fond, Trump dénonce énormément les fraudes. Oui. C'est-à-dire qu'on commence à entendre la musique de 2020, qui est si je ne gagne pas, c'est parce qu'il y a des fraudes. Et en fait, il a commencé à poser son discours sur les fraudes. Oui, alors il y a eu quelques épisodes en Pennsylvanie. Le procureur a été saisi parce qu'il y aurait eu le constat de fraude. On rappelle qu'il y a déjà des gens qui votent, qui votent par correspondance, et on sait que le vote par correspondance est particulièrement fragile. D'ailleurs, il avait été supprimé en France dans les années 70 parce qu'on se méfiait des possibilités de fraude. On a parlé de le rétablir en France, mais on voit bien que ça met mal à l'aise. Donc, aux États-Unis, il y a autant de systèmes que d'États et même que de comtés. Hein, les entités qui constituent les États. Donc c'est ça qui rend très difficile le décompte des voix, puisqu'il n'y a pas d'harmonie forcément d'un comté à l'autre. En plus, il y a un système où on peut voter par correspondance, il y a un système où on peut déposer son enveloppe dans une boîte à lettres prévue à cet effet. Et on se rappelle qu'en 2020, c'est là que vraisemblablement il y a eu des opérations douteuses lors du comptage des voix. Donc Trump prend les devants. J'ai quand même le sentiment que c'est mieux bordé qu'en 2020 parce que tout le monde s'attend. En fait, on est dans une situation paradoxale. Tout le monde s'attend à ce que le schéma de 2020 se reproduise. Et donc, y compris la prise du Capitole. Voilà. Et donc les gens crient au loup. Mais ensuite, il y a des mesures qui ont été prises contre. Alors on sait que les républicains ont accusé les démocrates d'avoir inscrit des immigrés sans papier, de les avoir naturalisés trop rapidement et de les avoir inscrits sur les listes. On sait qu'il y avait eu des sénateurs républicains qui, dans certains États, avaient obtenu qu'on ne puisse pas voter sans carte d'identité et que la Cour suprême, dans les 10 États, a rétabli le droit de voter sans carte d'identité. Il faut quand même se rendre compte que ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde est un système où on peut voter sans carte d'identité. En France, ce ne serait pas possible. C'est fascinant. En soi, c'est fascinant. C'est un vieux système qui était fondé sur la confiance, en fait, et sur comme on dit, la capacité à concéder la défaite, hein, parce que c'est ça. C'est un système, en fait, très à l'ancienne, où celui qui a perdu est fair play et dit, bah, vous avez perdu. Sauf que là, on se dit, bah, s'il y a quasi-égalité, ou bien si Trump était derrière, n'excluons pas la possibilité, il dira, c'est pas juste, il y a eu de la fraude. Est-ce que tu nous feras des reportages d'ailleurs depuis des bureaux de vote si tu en as la possibilité, parce que en réalité on matérialise peu ce qu'est le vote aux États-Unis. Oui, alors je vais donc j'arrive ce soir tard et la journée de vote c'est demain et donc je serai à New York et je vais identifier un ou deux bureaux de vote et pour essayer de voir comment ça se passe, parce que c'est vrai que moi je l'ai jamais vu en direct. Bon, donc ce sera l'occasion. On a commencé à effleurer la question de qu'est-ce qui va se passer si. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est effectivement, mais on fera l'exercice inverse. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a fait une longue émission pour parler essentiellement du programme de Donald Trump, parce que c'est quelque chose qui nous avait été demandé sur nos réseaux sociaux, sur le fil Telegram notamment. Si Trump perd, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, la question, effectivement, c'est savoir s'il acceptera la défaite. Je rappelle qu'en 2020, il n'a jamais concédé. Il a quitté la Maison-Blanche, mais il n'a jamais reconnu la victoire de Joe Biden. Donc, c'est dire le degré de tension qui peut exister. Alors, en même temps, moi, j'aurais tendance à dire que si Kamala Harris gagnait, et gagnait sans qu'on puisse dire sans que la fraude soit évidente dans certains États comme elle l'était en 2020. À ce moment-là, ça serait un tel exploit parce qu'elle aurait gagné contre la décrépitude de Joe Biden, contre les divisions du Parti démocrate, contre la plus grosse de ces divisions qui est entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Et dans un contexte où on aurait douté de ses capacités pendant longtemps, moi, la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est que ça soit l'un ou l'autre, la victoire serait nette et ça serait difficile de la contester. Peut-être que je me trompe de ce point de vue-là, mais la victoire de Kamala Harris, si elle arrive, elle voudra dire que l'Iowa, que la Pennsylvanie, que le Michigan ont basculé pour elle définitivement. Ça sera difficile à contester. Puis, mettons-nous à la place du public américain, un Donald Trump qui contesterait pour la deuxième fois les résultats avec les mêmes arguments finirait par lasser. Donc, selon toi, la théorie très largement répandue dans l'opinion, dans la presse européenne notamment, selon laquelle Donald Trump pourrait au fond prendre la tête d'une insurrection, d'une guerre civile, tu n'y crois pas? Non, j'y crois pas parce que je pense que autant en 2020, il avait des raisons de se plaindre, mais par ailleurs, il y a eu une véritable coalition qui lui a demandé de renoncer à la Maison-Blanche. Dans cette coalition, il y a un article de Time Magazine qui était paru en février 2021, qui était absolument passionnant, qui décrivait la coalition entre les grands CEO des plus grandes entreprises, les syndicats, les réseaux de militants du Parti démocrate, un certain nombre d'ONG, et on pourrait ajouter que le commandement militaire avait fait très clairement comprendre à Trump qu'il ne soutiendrait aucune mesure, par exemple, consistant à aller saisir par la force les boîtes où se trouvaient les bulletins de vote, les urnes. Donc en 2020, il y a eu une coalition. Alors là, on peut se demander, parce qu'en fait, on a parlé de Jeff Bezos la semaine dernière. Entre-temps, il s'est justifié, d'ailleurs, il a expliqué qu'il ne prenait pas parti parce qu'il pensait que les grands médias étaient discrédités aux yeux du public, à tort ou à raison, dit-il, mais c'est un fait, donc nous restons neutres. Il n'empêche que ça ne parle pas d'un enthousiasme pour la candidate démocrate. Donc à partir de là, je pense que ce qui va se jouer, c'est quelque chose de plus classique. Soit les deux candidats sont très proches et à ce moment-là, ça sera des batteries d'avocats des deux côtés comme Bush contre Al Gore, soit Trump aura perdu et on dira on va pas refaire le même coup, on va pas refaire le coup et il rentrera à Mar-a-Lago et puis voilà. Soit, alors si c'est Kamala Harris qui perd, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une profonde démoralisation dans le Parti démocrate. Peut-être on avait évoqué déjà cette vidéo étonnante où Barack Obama à Chicago va voir des électeurs noirs et leur dit quand même vous exagérez de ne pas voter pour Kamala, c'est sans doute parce que c'est une femme que vous ne voulez pas voter pour elle. C'est bizarre, on a connu Obama plus diplomate et plus perspicace. Il ne soutenait pas massivement Kamala Harris au début, c'est-à-dire que lorsque Biden a été écarté, Obama a clairement dit qu'il ne souhaitait pas que ce soit Kamala Harris que sa candidate, peut-être parce qu'il souhaitait que ce soit Michelle Obama d'ailleurs. Mais sur le fond, donc, si Kamala Harris perd, Trump arrive au pouvoir, tout le monde s'attend, notamment dans la presse anglo-saxonne, à des mesures extrêmement radicales, parce qu'au fond, alors que certains s'émoussent avec le temps, Trump s'est plutôt aiguisé, au moins dans le discours. Quelles sont les grandes mesures auxquelles il faut s'attendre? Alors,
Effectivement, si Trump gagnait, ça serait la défaite de l'État profond. Ça, on peut le dire, en tout cas dans un premier temps, parce qu'on imagine que dans un deuxième temps... Je vais t'interrompre. Oui. De la part du Deep State, qui au fond soutient la nomenclatura démocrate néoconservatrice. Voilà. Mais Trump a des soutiens dans l'État profond, lui aussi. Alors, il a des soutiens. On peut dire que le rapport de force est 2 tiers, 1 tiers. Disons que ceux qui le soutiennent dans l'État profond sont plus atypiques. C'est par exemple le général Flynn. Par exemple le général Flynn. Mais qui est quand même, on va dire 3 mots de cette personnalité qu'on n'évoque jamais dans le courrier à tort. Mais le général Flynn donc, a été le premier conseiller sécurité de Donald Trump pour quelques mois d'ailleurs, durant son premier mandat. Ensuite, il a été obligé de démissionner à cause de liens, très largement à cause de l'hostilité de la CIA, on peut le dire comme ça. Oui, et parce qu'on l'accusait d'avoir été l'intermédiaire entre Donald Trump et les Russes, Poutine ou d'autres. C'était la paranoïa de l'époque des démocrates qui ne voulaient pas s'interroger sur les raisons profondes de la défaite d'Hillary Clinton et qui disaient il y a forcément une manipulation extérieure. Bon. Et donc Flynn a été obligé de démissionner, hein. Ça a été violent à l'époque. Il n'empêche qu'il a conservé ses réseaux. Il a dirigé les services de renseignement de l'armée américaine. Voilà. Et il est resté au fond, il était, si tu me permets de t'interrompre, mais il était d'une certaine façon l'alter ego de la CIA pour l'armée américaine, et au fond, il est resté un porte-voix d'une certaine fraction de l'armée américaine aujourd'hui. Oui, tout à fait. Du complexe militaro-industriel. Et encore aujourd'hui, Flynn soutient Donald Trump. Il l'a soutenu fidèlement en 2020 et encore aujourd'hui. Il a mobilisé un certain nombre de réseaux à l'extérieur des États-Unis pour prévoir ce qui se passe après une éventuelle victoire de Trump. Donc voilà. Il n'empêche qu'il y a toute une part de l'intelligentsia, des CEO des grandes entreprises, de la big tech, etc., qui semblent avoir jeté l'éponge à part avance en cas de victoire de Donald Trump. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Après ça, Trump, effectivement, son tempérament, et c'est ça qui a fait sa force, c'est qu'il pousserait son avantage. Il a gagné, donc il voudra gagner encore plus. Donc il y aura, on peut s'attendre à ce qu'un certain nombre de juges proches des républicains lancent des enquêtes sur des figures du Parti démocrate, à commencer par le couple Clinton. Ça c'est évident. Donc il y aura certainement un certain nombre de mesures. Il y aura il reprendra des mesures pour nommer des juges qui sont proches des républicains. Il y aura des mesures économiques rapides, vraisemblablement de manière à baisser les impôts et relancer l'activité économique. Il y aura des mesures très dures sur les sujets d'immigration, on en avait parlé longuement la semaine dernière. La grande inconnue, c'est ce qui se passera en politique étrangère, parce qu'entre le discours de Trump qui dit « on va faire la paix très vite » avec la Russie sur l'Ukraine et la capacité qu'il aura à imposer au Pentagone, à la CIA et à d'autres une négociation rapide, il y a sans doute une distance. Alors, je ne sais pas si tu as vu cette interview totalement surréaliste de Thierry Breton, qui évoque la possible victoire de Trump, et qui, on a l'impression que Thierry Breton ne s'est pas aperçu quand il était commissaire européen que l'Union européenne était soumise aux États-Unis. Et donc il y a quand même une polémique en Europe, ou en tout cas un débat sur est-ce que la victoire de Trump, puisqu'on sait que Trump veut mener une politique protectionniste et notamment probablement dégrader les termes de l'échange entre l'Europe et les États-Unis, on ne va pas refaire l'émission de la semaine dernière, mais en Europe, il y a des voix qui disent, au fond, la victoire de Trump, parce qu'elle sera une menace économique pour l'Union européenne, la victoire de Trump est l'occasion pour l'Europe de se réveiller et de réclamer son indépendance. Est-ce que, ou en tout cas de prendre conscience de son extrême dépendance vis-à-vis des États-Unis et de son besoin de s'émanciper des États-Unis. Est-ce que tu partages cette analyse ? Alors ça me fait sourire,
parce que à la fin du mandat de Trump, du premier mandat, s'il en a un deuxième, on a dit « Oh là là, quelle occasion manquée, l'Europe aurait dû s'unir ». Et finalement, on a reproché à Angela Merkel et à Macron de ne pas en avoir fait assez. Et puis, ensuite, il y a eu Joe Biden. Alors là, tout devait aller mieux. Et puis Joe Biden n'a fait aucun cadeau à l'Union européenne. Au contraire, il a tordu le bras aux Allemands. Il a forcé à rompre les liens énergétiques avec la Russie. Et là, on dit, ah oui, finalement, il n'était pas si gentil que ça. Mais on va réagir parce que si c'est Trump, ça va nous donner un stimulant. Sauf que va-t-il se passer si effectivement Trump continue comme Biden à attirer des entreprises européennes qui viendront investir aux États-Unis grâce à l'Inflation Recovery Act, si l'industrie automobile européenne s'effondre du fait du pacte vert et des objectifs de passage, d'abandon des moteurs classiques en 2035, si d'autre part on est en guerre commerciale avec la Chine, et puis dernier point aussi qui est quand même fabuleux quand on regarde, il y a maintenant il y a un commissaire parmi les commissaires européens qui est chargé des questions de défense et dont l'objectif va être d'unir les industries de défense européennes, mais dans quel objectif? Les soumettre aux États-Unis. Et ça, je pense que Trump ne dira pas non. Au contraire, il y verra comme un moyen de relancer l'emploi aux États-Unis. Donc tout ça fait quand même doucement rigoler. Un autre effet probable, c'est l'augmentation des budgets de la défense en Europe, puisque une des revendications de Trump, c'est que chaque pays membre de l'OTAN dépense au moins 2% de son PIB pour la défense. Il reste 4 pays, je crois, en Europe qui n'atteignent pas ce seuil, mais globalement, on va aller vers des budgets défense européens plus élevés. Alors, moi, je crois qu'effectivement, ce qui se passe depuis 6-7 ans va continuer. Trump va y insister. Et puis, surtout, je ne crois pas que les Européens, que ce soit Thierry Breton ou d'autres, se rendent compte que des États-Unis qui sont de facto en difficulté face à la Chine, qui sont de facto en difficulté au Proche-Orient. On voit bien, enfin, il faut quand même rappeler que les Houthis d'Ansarallah ont réussi à tirer sur le porte-avions Eisenhower, et qui a été obligé de se retirer hors de portée. Donc, eh bien, ces Américains-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'autant plus mettre la main sur l'Europe que c'est leur dernier bastion stratégique, face à la Russie en particulier. Donc moi je crois qu'on se fait des illusions quand on croit que l'Europe deviendrait plus indépendante dans le cas où Donald Trump est élu. C'est le cas de dire Kamala Harris ou Donald Trump, de toute façon, comme disait Georges Marchais, ça sera blanc bonnet et bonnet blanc. Du point de vue européen, dans les deux cas, la dynamique de soumission va continuer. Netanyahou a déclaré, la presse israélienne le disait, qu'il attendait avec impatience le retour de Trump. Oui, alors... Il parlait de la brouille entre Netanyahou et Biden. C'est là que moi je suis aussi un peu sceptique, au sens où les relations personnelles entre Trump et Netanyahou n'ont jamais été bonnes. Trump n'a pas vraiment confiance dans Netanyahou. Je ne sais pas qui a confiance dans Netanyahou, mais Trump, en fait, on connaît l'épisode célèbre de lorsque Trump a décidé d'abattre Soleimani, le général iranien, le chef du corps des gardiens de la révolution iranienne. Netanyahou devait être de la partie. Et puis la veille, il s'est retiré. Il a dit non, vous le faites, etc. Donc Trump ne lui a pas pardonné au fond. Pour des raisons électorales, Trump a dit qu'il était un soutien très ferme de Netanyahou et qu'il l'avait tous les jours au téléphone. Moi, je pense que paradoxalement, c'est peut-être là qu'il y aura le plus de surprises, par un de ces paradoxes que l'histoire connaît souvent, c'est que ça peut être les plus durs qui tout d'un coup trouvent une solution différente de ce qu'on attendait. Moi, je ne serais pas étonné que Trump impose sa volonté à Netanyahou et, par exemple, le force à signer un accord de cessez-le-feu, de manière à ce que la coalition américano-israélienne puisse refaire ses forces. Mais c'est très difficile de dire, et surtout, rappelons-nous que l'élection a lieu demain soir. Imaginons que le décompte des voix soit clair en quelques jours. On a jusqu'au 20 janvier, avant que le nouveau président entre en fonction. Et dans ce cadre-là, il peut se passer beaucoup de choses.
certes, Biden est tellement affaibli qu'on peut imaginer que l'équipe de transition de Trump soit plus rapidement aux manettes de facto, ne serait-ce que parce que les services de renseignement donneront déjà des infos, etc. Enfin, on va quand même avoir une période incertaine de 2 mois. Sur ce point, je lisais sur les réseaux hier qu'on observe des mouvements de missiles, des préparations balistiques possibles en Iran. Je sais que tu n'es pas adepte de la théorie selon laquelle l'Iran riposterait fortement à Israël avant les élections américaines ou dans l'environnement des élections américaines, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'au fond l'Iran mette son grain de sel, si j'ose dire, et un sacré dans le déroulement des élections américaines et dans les changements qui sont en vue, par exemple en frappant durement Israël, y compris demain. Ce soir ou demain. Ce soir ou demain. Ça voudrait dire que l'Iran ferait gagner Trump à ce moment-là, vraisemblablement, puisque l'attaque serait un signe de faiblesse de la part des démocrates qui n'auraient pas su l'empêcher. C'est pour ça que moi j'étais sceptique en disant, je n'exclus pas du tout, loin de là, qu'il y ait un affrontement israélo-iranien après l'élection, mais je me disais que le gouvernement iranien allait peut-être laisser sa chance à Kamala Harris en évitant de frapper avant l'élection. Avant ou après une frappe massive iranienne sur Israël? Et supposons que Trump gagne, l'Iran frappe massivement Israël. C'est un sacré défi pour Donald Trump, cette hypothèse. C'est-à-dire qu'il devra bien se positionner. On sait que l'Iran n'est pas le grand ami de Donald Trump. Là, on passe dans quelque chose d'autre. Oui, tout à fait. Alors, on peut imaginer effectivement une escalade. On se rappelle que Trump a été très anti-iranien, qu'il est sorti de l'accord sur le nucléaire. Et s'il y avait ce genre de scénario, que se passe-t-il avec un Biden totalement affaibli mais qui reste formellement le commandant en chef jusqu'au 20 janvier, éventuellement un Trump élu mais qui n'est pas encore le commandant en chef, que ça soit, alors si c'est Kamala Harris, ça serait plus facile parce que là la continuité serait plus facile à établir, mais jusqu'où ça va, étant donné que l'escalade peut être très rapide. On dit qu'il y a des B-52 qui sont maintenant en partance pour le Proche-Orient ou qui sont déjà stationnés. Je maintiens que je pense que les Iraniens vont rester dans la stratégie indirecte et que si frappe massive il devait y avoir, à mon avis, ça serait de manière à trancher le nœud gordien du blocus de Gaza et de la guerre du Hezbollah. Et j'ai pas l'impression que les Iraniens aient les moyens d'y arriver immédiatement. Mais il peut y avoir un dérapage, c'est sûr. Les dernières informations disent que les Iraniens, au fond, menaient l'intensité de leur riposte, de leur représailles, à l'instauration d'un cessez-le-feu ou non à Gaza. Et donc, on voit qu'il y a quand même, à un moment donné, une tentation iranienne de faire monter... je ne suis pas en train de dire que ça va se passer, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une arme de négociation pour peser dans le cours de l'histoire au Proche-Orient. Il y a une arme de négociation au Moyen-Orient utilisée par l'Iran, qui peut tout à fait être utilisé. C'est-à-dire que si Netanyahou s'oppose à un cessez-le-feu à Gaza et en partie au Liban, on voit que ça peut être tentant pour les Iraniens de profiter du vide du pouvoir qui va s'instaurer aux États-Unis pendant 2 mois pour jouer le tout pour le tout, pour jouer un va-tout en tout cas. Oui, alors... Ceci d'autant plus que les Iraniens ont clairement, quoi qu'en aient dit certains commentateurs français ou européens, ont clairement une supériorité en termes de missiles aujourd'hui sur Israël, en particulier en termes de quantité, de capacité à percer le dôme de fer. On en sait beaucoup plus sur la riposte israélienne du 26 octobre, et on sait que les avions israéliens ne se sont pas aventurés au-dessus du territoire iranien.
Donc ça en dit long, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les batteries anti-aériennes que la Russie a livrées à l'Iran, avec d'autre part les stocks de missiles considérables, les Israéliens de fait ont peur, en tout cas respectent la puissance militaire iranienne. Donc, mais à partir de là, on peut dire oui, mais l'Iran donc va en profiter. Tout dépend en fait de ce que seront les premières déclarations de Trump concernant le Hezbollah et concernant ce qui se passe à Gaza. Bon, wait and see. Je voulais qu'on conclue cette émission avant que tu ne partes t'envoler vers New York. Je voulais qu'on conclue cette émission par quelques mots sur le Washington Post, puisque tu avais souligné la semaine dernière que Jeff Bezos, qui est propriétaire de Washington Post, s'est opposé à ce que le quotidien soutiennent Kamala Harris. Traditionnellement, le Washington Post soutient les candidats démocrates. Et il a perdu 200 000 abonnés en 72 heures, je crois. C'est-à-dire que lorsque les abonnés du Washington Post ont découvert que leurs médias préférés ne soutiendraient pas les candidats démocrates, ils ont résilié leur abonnement. Tu veux dire, parce que moi j'ai quelque chose à dire. Oui. Bezos s'est donc senti obligé de se justifier. Il a écrit un éditorial qui a été publié dans le journal, sur lequel il parle de la crédibilité des médias vis-à-vis de l'opinion publique. Alors il a une formule ambiguë, il dit on ne nous fait plus confiance pour établir les faits, ou on pense que nous ne les établissons pas, ce qui est une formule ambiguë, façon de dire en fait nous les établissons, mais en fait les gens ne nous croient plus. C'est effectivement un choix sans doute que fait Bezos de long terme. Les 200 000 abonnés, je pense que pour lui, par rapport à la puissance financière d'Amazon, c'est pas grand-chose, mais sans doute se prépare-t-il à de gros changements dans les milieux dirigeants américains. Moi, ce qui me frappe quand même dans cette affaire, c'est que c'est le biais de confirmation dont je vais un peu épiloguer sur le sujet, c'est-à-dire que le biais de confirmation, vous savez, c'est ce fonctionnement psychique humain généralisé, qui est que on préfère, quand on perçoit le monde, on a tendance à le filtrer pour ne retenir que les informations qui nous confortent dans ce que nous croyons, dans nos certitudes établies, et on a tendance à écarter du doigt tout ce qui, au fond, remet en cause nos certitudes. Et c'est une puissante arme, on en discute souvent, c'est pour ça que régulièrement le Courrier fait le choix de heurter le biais de confirmation en prenant des positions contrariennes. Et je t'agace souvent, Édouard, en te disant, mais Trump, je l'ai fait tout à l'heure, Trump c'est aussi le deep state. Et c'est vrai qu'on est au fond sur des mécaniques où on dit, il y a le deep state d'un côté, Trump de l'autre, et Trump est victime du deep state, mais quand on gratte, c'est peut-être un peu différent. Et je sais que c'est extrêmement agaçant pour les lecteurs. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aux États-Unis, quand même les lecteurs du Washington Post, les normies, parce que c'est un journal de normies, c'est comme le New York Times, le Washington Post, au fond, a agacé ces normies en revenant sur leur biais de confirmation, à savoir que nous sommes forcément des démocrates et nous ne pouvons pas remettre en cause nos croyances de démocrates ou nos préjugés de démocrates. Je voulais vous signaler que j'ai fait une assez longue, une vidéo d'1 heure, hier, sur le biais de confirmation, sur la façon dont nous positionnons vis-à-vis du biais de confirmation, puisque, on le sait, Édouard, tu le sais comme moi, tous les médias, qu'ils soient mainstream ou de réinformation, comme on dit, qu'ils soient subventionnés ou non, encore que plein de médias de réinformation sont subventionnés de façon plus ou moins directe, mais par l'État, mais par d'autres, les médias ont tendance quand même à jouer ce biais de confirmation, c'est-à-dire à se garantir un lectorat en servant la soupe que les lecteurs attendent, sans forcément leur dire « mais réfléchissez, le monde est plus compliqué que ça, et notre mission est de vous informer et de vous former, puisque dans informer, il y a former, et pas de vous conforter dans vos certitudes un peu avachies ». Je peux donner un exemple ? Vas-y. Quasiment aucun média, à ma connaissance, n'a relevé un élément clé de la conférence de presse de Poutine à la fin du sommet des BRICS, où il critique l'Occident très fort pour l'inflation qu'elle a créée et les conséquences que ça a sur les monnaies du monde.
Alors c'est quand même totalement paradoxal, puisque c'est l'Occident qui se voit reprocher de mal gérer la monnaie par ce grand dictateur russe. Bon, et donc, qui a relevé ça? Biais de confirmation Voilà. des médias mainstream qui, au fond, ne peuvent absolument pas accorder à Poutine le statut au fond, de partenaire international digne de confiance. Faites très attention à ce biais de confirmation. Donc, j'en profite pour dire que la vidéo que j'ai faite, c'est une préfiguration de ce qu'on aimerait faire en 2025, c'est-à-dire des conférences de formation sur les sujets d'actualité avec Édouard, moi, d'autres, bien entendu, qu'on voudrait agréger. Dites-nous ce que vous en pensez, on a besoin de votre avis. Alors, les gens m'ont dit votre introduction était trop longue. C'est important d'avoir ce genre de retour. En même temps, c'est vrai que c'est une introduction qui appelait à réfléchir, et je vois bien que plein de gens ont cette difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment plus réfléchir. C'est aussi le biais de confirmation, c'est ne me demandez pas de réfléchir à mes préjugés, laissez-moi vivre dans ma bulle. On le redit, il y a une filter bubbleisation, un enfermement, notamment des résistants, de ceux qui se déclarent résistants ou dissidents. Il y a un enfermement dans des bulles, ce qui permet de les neutraliser. Et nous, au Courrier, nous partons du principe que nous devons continuer à réfléchir. J'aime pas je vois plein de gens qui disent les éveillés. Je supporte pas cette expression parce qu'on peut être éveillé un jour et endormi le lendemain. Et surtout, nous partons du principe que l'enjeu, c'est de parler à tout le monde, y compris aux normies, et de ne surtout pas s'enfermer dans la secte des dissidents. Et certains se comportent quand même un tout petit peu comme ça. Je sais, vous allez encore me dire, vous nous insultez. Non, je ne vous insulte pas. Je vous dis que si vous voulez gagner la guerre contre l'élite mondialiste, la caste mondialisée, eh bien, il faut être capable de s'upgrader et de se regarder en face, de faire un état sincère de nos forces et de voir comment nous pouvons nous améliorer, même si c'est désagréable, mais se surpasser, c'est la qualité des gagnants, et se contenter d'être ce qu'on est, c'est la faiblesse des perdants. Voilà, Édouard, on se retrouve. Quand je reviens, si je reviens, parce que si c'est la guerre civile aux États-Unis, écoute, je serai coincé là-bas. On payera une rançon, on lèvera des fonds pour payer la rançon. Vous retrouverez sur le fil Telegram, dont vous voyez l'adresse, toutes les vidéos qu'Édouard va faire, les petits snaps, les petits shorts qu'il va faire depuis les États-Unis, qu'on n'aura pas le temps de mettre en ligne sur le site du Courrier, ou en tout cas ce sera fait avec retard. Donc si vous voulez de l'information heure par heure des États-Unis durant la journée de vote, eh bien voilà, c'est sur le fil Telegram du Courrier. On vous y attend, vous êtes déjà plus de 32 000, je crois, 33 000 pratiquement. Vous pouvez nous rejoindre sur ce fil. À très bientôt, et puis bon voyage, Édouard. Merci, et je vous ferai un coucou de l'autre côté de l'Atlantique.